En février 1400, dans les froides chambres de pierre du château de Pontefract, un roi autrefois puissant gisait à l'agonie, son corps se consumant lentement tandis que ses captifs le privaient délibérément de nourriture. Il ne s'agissait pas de la mort d'un guerrier sur un champ de bataille, ni de la disparition paisible d'un monarque âgé, mais de la famine calculée de Richard II d'Angleterre, un homme dont le défaut fatal était de faire confiance à ceux qui orchestreraient finalement sa destruction. Le roi qui avait autrefois commandé des armées et régné sur des millions de personnes allait connaître une fin des plus cruelles, être lentement affamé par ceux qu'il considérait autrefois comme ses alliés. Voici l'histoire d'un roi qui hérita du trône trop tôt, régna avec une tyrannie croissante et paya le prix fort pour son incapacité à distinguer ses amis de ses ennemis. Dans l'Angleterre médiévale, où la loyauté s'achetait avec des terres et des titres, la tragédie de Richard constitue l'un des exemples les plus brutaux d'élimination politique de l'histoire. Sa mort révèle comment le pouvoir corrompt, comment la paranoïa détruit le jugement et comment ceux-là même en qui nous avons le plus confiance peuvent devenir nos bourreaux. Né à Bordeaux en 1367, Richard de Bordeaux n'était pas destiné à régner sur l'Angleterre. Second fils d'Édouard le Prince Noir, il passa ses premières années à l'abri de l'immense pression d'une future royauté. Son père était un commandant militaire légendaire, célèbre pendant la guerre de Cent Ans, notamment à la bataille de Poitiers, où il captura le roi de France. Richard reçut une éducation royale, mais vécut dans l'ombre de son frère aîné, Édouard d'Angoulême, héritier légitime. Le destin s'en prit brutalement à Richard alors qu'il n'avait que 4 ans. En 1371, son frère aîné Édouard mourut de causes inconnues, faisant soudain de lui l'héritier présomptif. Cette perte dévastatrice le propulsa dans une position qu'il n'était jamais prêt à assumer, faisant peser le poids de la future royauté sur un enfant qui savait à peine lire. La tragédie s'aggrava lorsque son père succomba à une maladie mystérieuse, peut-être la dysenterie ou un cancer contracté lors des campagnes d'Espagne. Tandis que la santé du prince noir se dégradait tout au long des années 1370, le jeune Richard vit son héros dépérir lentement, laissant derrière lui de profondes cicatrices psychologiques. Le prince noir mourut en 1376, alors que Richard n'avait que 9 ans, le laissant sans figure paternelle et faisant de lui l'héritier direct du trône de son grand-père. Le coup de grâce survint en 1377, lorsqu'Édouard III mourut après 50 ans de règne. À 10 ans, Richard se retrouva couronné roi d'Angleterre, entouré de nobles ambitieux qui voyaient une opportunité dans un jeune souverain. Le couronnement à l'abbaye de Westminster fut un faste grandiose, mais sous-jacent se cachait la dure réalité, un royaume était désormais dirigé par un garçon qui avait besoin d'aide pour lasser ses chaussures, sans parler de la gestion du complexe d'obligations féodales et de troubles intérieurs qui caractérisaient la royauté médiévale. Le début du règne de Richard fut dominé par un conseil de régence dirigé par son oncle, Jean de Gand, duc de Lancastre. Cette période de régence fut marquée par des tensions croissantes liées à l'énorme fardeau financier de la guerre de Cent Ans, qui avait épuisé le trésor royal et imposé de lourds impôts à une population en difficulté. La pression du mécontentement finit par exploser en 1381, alors que Richard avait 14 ans, lors de ce qui allait devenir la révolte des paysans. Menés par Wat Tyler et John Ball, des milliers de roturiers marchèrent sur Londres pour exiger la fin du servage, l'abolition de la capitation et une plus grande représentation. Des paysans armés incendièrent des manoirs, exécutèrent des fonctionnaires royaux et même s'enfoncèrent dans la tour de Londres, forçant le jeune roi à fuir pour sauver sa vie. Durant cette crise, Richard fit preuve pour la première fois de la nature impitoyable qui allait définir son règne ultérieur. Semblant d'abord négocier de bonne foi avec les rebelles à Smithfield, il sembla finalement accéder à leurs exigences. Cependant, lorsque Wat Tyler fut tué lors d'un affrontement avec le maire de Londres, Richard saisit l'occasion pour rallier les nobles et écraser systématiquement la révolte avec une efficacité brutale. Des centaines de paysans furent exécutés, leurs chefs pendus, écartelés, et tous les gains rebelles furent immédiatement annulés. Cette première expérience de trahison et de violence enseigna à Richard que la miséricorde était une faiblesse et que le pouvoir absolu était la seule garantie de survie. Le garçon, autrefois décrit comme doux et érudit, commença à manifester une paranoïa et une cruauté croissante. Des témoins remarquèrent son obsession pour la prérogative royale, persuadés que les rois gouvernaient de droit divin et que toute opposition était un blasphème.
Il s'entourait de flatteurs qui nourrissaient son ego tout en éloignant les conseillers expérimentés qui auraient pu lui prodiguer de sages conseils. À mesure que Richard grandissait, son comportement devenait de plus en plus erratique et tyrannique. Il développa une obsession pour le luxe et les cérémonies, dépensant des sommes colossales en vêtements raffinés et en divertissements de cour, tandis que ses sujets luttaient contre la pauvreté. Les chroniqueurs contemporains le décrivaient comme un homme vaniteux et égocentrique, passant souvent des heures à s'admirer devant les miroirs et exigeant que ses courtisans se prosternent comme des despotes orientaux. De tels étalages aliénaient la noblesse traditionnelle, qui les considérait comme étrangers et anti-anglais. L'isolement de Richard par rapport à ses sujets devint déterminant, car il se considérait comme un homme d'origine divine et au-dessus des préoccupations des mortels. Contrairement à son grand-père, Édouard III, ou à son père, le prince noir, qui gagnèrent le respect par leur prouesse militaire et le partage des épreuves, Richard manifesta peu d'intérêt pour la guerre ou les vertus chevaleresques traditionnelles. Il préféra s'entourer d'artistes, de poètes et d'intellectuels, créant ainsi une culture de cour raffinée mais déconnectée. Sa sensibilité à la flatterie devint légendaire. Les courtisans ambitieux apprirent que la faveur royale s'obtenait par des éloges appuyés et une affirmation constante du prétendu génie du roi, et non par de judicieux conseils. Cette caisse de résonance fit taire la dissidence, la remplaçant par des hommes qui disaient à Richard exactement ce qu'il voulait entendre. Plus inquiétant encore était la vindicte croissante de Richard envers ses opposants. D'anciens alliés qui remettaient en question ses décisions se retrouvèrent dépouillés de leurs terres et de leurs titres, exilés ou tout simplement disparus dans des circonstances mystérieuses. Ce phénomène créa un climat de peur et de suspicion au sein du gouvernement et de la société. En 1382, Richard, alors âgé de 15 ans, épousa Anne de Bohême, fille de l'empereur Charles IV, dans le cadre d'une alliance politique. Contre toute attente, ce mariage devint l'une des relations les plus sincères et affectueuses de l'histoire royale médiévale. Anne, intelligente, compatissante et politiquement avisée, devint à la fois sa plus proche conseillère et la seule personne capable de modérer ses pires pulsions. Cette union apporta à Richard une stabilité et un bonheur qu'il n'avait jamais connus. La douce influence d'Anne contribua à tempérer ses excès, et pendant plusieurs années, dans les années 1380 et au début des années 1390, le royaume connut une paix et une prospérité relatives. Les chroniqueurs contemporains notèrent son calme en présence d'Anne, suggérant qu'elle lui apportait l'ancrage émotionnel dont il avait désespérément besoin. Anne joua également un rôle important de pont diplomatique, usant de ses relations familiales et de son charme personnel pour négocier des accords commerciaux et des alliances militaires favorables. Sa cour devint un centre d'apprentissage et de culture, attirant érudits, artistes et poètes, dont Geoffrey Chaucer, qui contribuèrent à ce que de nombreux historiens considèrent comme un bref âge d'or de la réussite intellectuelle anglaise. Cependant, cette stabilité fut tragiquement brève. En 1394, Anne tomba soudainement malade, atteinte de ce que les sources contemporaines décrivaient comme une fièvre, très certainement l'une des épidémies de peste récurrentes. Malgré les efforts désespérés des médecins royaux et les prières de son mari, Anne mourut quelques jours plus tard, laissant Richard profondément anéanti et changé à jamais. Des témoins ont rapporté que le chagrin du roi était si intense qu'il ordonna la destruction du palais où Anne mourut, comme si la suppression de cet espace physique pouvait effacer sa perte. La mort d'Anne marqua le début de la descente définitive de Richard vers la tyrannie et la paranoïa, un chemin qui le mènerait droit aux chambres froides du château de Pontefract, où il trouverait la mort aux mains de ceux en qui il avait autrefois confiance. Folie. Toutes les influences positives qui avaient contribué à stabiliser sa personnalité avaient soudainement disparu, le laissant à la dérive émotionnelle et psychologique. Dans son chagrin, Richard est devenu de plus en plus imprévisible et violent, s'en prenant à quiconque lui rappelait sa perte ou remettait en question ses décisions erratiques. L'atmosphère à la cour, harmonieuse du vivant d'Anne, se dégrada rapidement, laissant place à la peur et à la suspicion. Les chroniqueurs contemporains notèrent que l'apparence de Richard changea radicalement après la mort d'Anne. Le roi, toujours quelque peu vaniteux, devint obsédé par le maintien d'une apparence jeune. Niant le passage du temps et la réalité de sa perte, il commença à se teindre les cheveux et à utiliser des cosmétiques d'une manière que ses contemporains trouvèrent dérangeante et peu virile, s'aliénant encore davantage la noblesse traditionnelle qui le considérait déjà avec suspicion.
Les décisions politiques de Richard durant cette période devinrent de plus en plus arbitraires et autodestructrices. Il publia des proclamations royales fondées sur ses caprices personnels plutôt que sur la jurisprudence, semant la confusion et le ressentiment dans tout le royaume. Les cérémonies et coutumes traditionnelles furent modifiées au gré des préférences du moment, compromettant la stabilité nécessaire au fonctionnement de la société médiévale. L'équilibre délicat entre l'autorité royale et les privilèges de la noblesse, maintenu par ses prédécesseurs, fut systématiquement rompu. Ses relations avec le Parlement se détériorèrent radicalement, Richard considérant de plus en plus le corps législatif comme un obstacle à sa volonté divine plutôt que comme un partenaire de gouvernance. Il commença à ignorer les statuts parlementaires, à contourner les procédures juridiques traditionnelles et à gouverner par décret royal, d'une manière jugée à la fois illégale et tyrannique par ses sujets. Cette crise constitutionnelle allait finalement fournir à ses ennemis une justification légale pour contester son règne et le destituer. 2 ans après la mort d'Anne en 1396, Richard contracta un second mariage qui se révéla une nouvelle fois catastrophique. Il épousa Isabelle de Valois, fille du roi de France Charles VI, dans le cadre d'un traité de paix visant à mettre fin à la guerre de 100 ans. Cependant, Isabelle n'avait que 6 ans, ce qui rendait cette union purement politique et ne pouvait apporter à Richard ni soutien affectif ni stabilité dynastique à l'Angleterre grâce à un héritier. Le mariage avec Isabelle fut profondément impopulaire parmi la noblesse et le peuple anglais, et ce pour plusieurs raisons. La différence d'âge entre le roi trentenaire et sa jeune épouse était jugée inappropriée, même selon les critères médiévaux, ce qui soulevait des questions sur le jugement et la moralité de Richard. Ce mariage marquait également un tournant radical, la confrontation militaire avec la France se transformait en compromis diplomatique, ce que beaucoup considéraient comme une trahison des victoires remportées par Édouard III et le Prince Noir. Plus important encore, ce mariage démontra l'isolement croissant de Richard face aux réalités politiques anglaises et sa propension à privilégier ses intérêts personnels aux intérêts stratégiques du royaume. En s'alliant si étroitement à la France, Richard s'aliéna la noblesse anglaise traditionnelle, qui avait bâti richesse et pouvoir grâce à des campagnes militaires victorieuses contre les Français. Sa décision de restituer l'importante ville portuaire de Calais à la France, dans le cadre du contrat de mariage, fut perçue comme une concession particulièrement dévastatrice. Les ramifications politiques dépassèrent les préoccupations de politique étrangère. L'incapacité de Richard à engendrer un héritier grâce à cette union rendit la succession anglaise incertaine, créant une certaine instabilité et encourageant les factions nobles à faire valoir leurs propres revendications. Son cousin Henri Bolingbroke, fils de Jean de Gand, commença à émerger comme un dirigeant alternatif potentiel, d'autant plus que le comportement de Richard devenait plus erratique et que sa popularité déclinait auprès de la noblesse comme du peuple. Durant cette période, Richard prit la décision fatidique de s'entourer de jeunes courtisans ambitieux, devenus ses favoris. Ces hommes, parmi lesquels Robert d'Evreux, comte d'Oxford, et Michael de la Pole, comte de Suffolk, accédèrent à un pouvoir immense malgré leur manque d'expérience et de références nobles traditionnelles. Leur ascension rapide suscita le ressentiment des familles établies, qui estimaient que leurs privilèges traditionnels étaient usurpés par des parvenus indignes, qui gagnaient la faveur par la flatterie plutôt que par le mérite. Le favoritisme dont Richard fit preuve envers son entourage devint une source majeure d'instabilité politique, les nobles traditionnels se retrouvant exclus des décisions importantes et remplacés par des hommes qu'ils considéraient comme inférieurs par leur naissance, leur capacité et leur moralité. La générosité du roi envers ses favoris exaspéra particulièrement ceux qui avaient fidèlement servi la couronne pendant des générations, de vastes domaines, des charges lucratives et de précieux privilèges furent accordés aux nouveaux arrivants, tandis que les serviteurs de longue date étaient ignorés ou marginalisés. Cette redistribution du pouvoir et des richesses créa une dynamique dangereuse au sein de la noblesse anglaise, les familles traditionnelles commençant à comploter contre le roi et ses favoris. Des réunions secrètes se tenaient dans les grandes maisons du royaume, où les nobles mécontents discutaient de leurs griefs et envisageaient des mesures drastiques pour rétablir ce qu'ils considéraient comme le bon ordre social anglais. Les germes de la rébellion étaient semés, nourris par la politique à courte vue de Richard et son incapacité à maintenir le fragile équilibre des intérêts qu'exigeait une royauté victorieuse. La situation atteignit un point critique lorsque plusieurs des oncles et cousins les plus puissants de Richard commencèrent à organiser une opposition formelle à son règne. Ces hommes,
connus sous le nom de leur appelant, représentaient la vieille garde de la noblesse anglaise et possédaient l'expérience militaire, le pouvoir territorial et l'autorité traditionnelle nécessaires pour défier efficacement le roi. Leur rébellion reflétait de réelles inquiétudes quant à l'orientation du gouvernement et de la société anglaise sous la direction de plus en plus erratique de Richard. Le conflit entre Richard II et Henry Bolingbroke commença par une dispute successorale relativement mineure, mais dégénéra en une guerre civile généralisée qui coûta à Richard son trône et la vie. Henry Bolingbroke, futur Henri IV, était le fils de Jean de Gand et l'un des plus grands propriétaires terriens d'Angleterre. Ces vastes domaines lui fournissaient les ressources financières et les effectifs militaires nécessaires pour défier l'autorité royale si les circonstances l'exigeaient. Les débuts de la monarchie s'expliquaient par la paranoïa croissante de Richard face aux menaces potentielles et sa tendance à considérer toute indépendance de la noblesse comme une trahison. Henry Bolingbroke, commandant militaire accompli et figure populaire auprès de la noblesse et du peuple, représentait précisément l'alternative au pouvoir que Richard redoutait le plus. Contrairement au roi, qui évitait le service militaire et préférait le confort de la cour, Henri avait fait ses preuves au combat et acquis une réputation de compétence qui faisait de lui une alternative intéressante au règne erratique de Richard. Le point de rupture survint en 1398, lorsqu'un différend éclata entre Henry Bolingbroke et Thomas Mowbray, duc de Norfolk, suite à des accusations de trahison. Mowbray était accusé d'avoir répandu des rumeurs sur l'incompétence de Richard et de possibles projets de le destituer. Ne parvenant pas à résoudre leurs différends par les voies légales habituelles, les deux hommes demandèrent l'autorisation de régler l'affaire par un procès par combat, une méthode médiévale traditionnelle de détermination de la culpabilité par combat singulier. Richard avait initialement accepté que le procès par combat ait lieu. Mais au dernier moment, alors que les champions s'apprêtaient à s'engager dans un combat potentiellement mortel à Coventry, le roi intervint avec force et déclara que les deux hommes seraient exilés plutôt que autorisés à combattre. Cette décision fut perçue comme une preuve de la lâcheté de Richard et de son refus de laisser la justice anglaise traditionnelle suivre son cours, créant un dangereux précédent en démontrant la propension du roi à outrepasser les procédures légales établies chaque fois que cela servait ses intérêts personnels. Henry Bolingbroke fut condamné à 10 ans d'exil, tandis que Thomas Mowbray fut banni à perpétuité. Pour Henry, ce châtiment fut dévastateur, car il le sépara de sa famille et de ses biens, tout en l'éloignant de la vie politique anglaise pendant les années les plus fastes de sa carrière. Cependant, la décision de Richard d'exiler les deux hommes plutôt que de les laisser combattre était peut-être motivée par la crainte que l'épreuve du combat ne donne un vainqueur incontestable, doté d'un prestige et d'une autorité accrue, menaçant potentiellement la position du roi. L'exil aurait pu rester un incident mineur si Richard avait fait preuve de retenue et de sagesse dans ses actions ultérieures. Cependant, sa paranoïa et sa nature vindicative l'ont conduit à prendre des décisions de plus en plus destructrices qui allaient finalement fournir à Henri la justification et l'occasion de retourner en Angleterre et de revendiquer le trône. La décision la plus catastrophique fut prise en février 1399, lorsque Jean de Gand, père d'Henri et oncle de Richard, mourut de mort naturelle au château de Leicester. Selon le droit et la tradition anglais, Henri aurait dû hériter automatiquement des vastes domaines de son père malgré son exil. Le duché de Lancastre était l'un des héritages nobles les plus importants et les plus précieux de l'Europe médiévale, comprenant des dizaines de châteaux, des milliers d'hectares et de nombreuses sources de revenus qui faisaient de son détenteur l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume. La décision de Richard de saisir ces domaines pour la couronne plutôt que d'en laisser Henri II hériter était non seulement illégale, mais représentait également une menace directe pour les droits de propriété de toutes les familles nobles d'Angleterre. Cette saisie provoqua une onde de choc au sein de la noblesse anglaise, démontrant la volonté de Richard de passer outre des siècles de jurisprudence chaque fois que cela servait ses intérêts. Si le roi pouvait confisquer arbitrairement les domaines de la plus puissante famille noble d'Angleterre, nul n'était à l'abri d'une saisie royale. Cette décision créa un climat de peur parmi les propriétaires terriens, qui commencèrent à se demander si leurs propres héritages familiaux seraient respectés ou s'ils risquaient eux aussi d'être victimes de la politique rapace du roi. La prise de possession du royaume par Richard était motivée à la fois par des impératifs financiers et par un désir de vengeance personnelle. Le trésor royal souffrait d'une pénurie chronique de fonds en raison des dépenses extravagantes consacrées aux cérémonies de cour, aux mécénats artistiques et aux cadeaux aux favoris,
et les précieuses propriétés des Lancastre représentaient des revenus immédiats alléchants. Cependant, cette décision était aussi clairement influencée par le désir de Richard de punir Henry Bolingbroke et de garantir que son cousin exilé ne disposerait jamais des ressources nécessaires pour défier efficacement l'autorité royale. Les actions du roi fournissaient à Henry une justification parfaite pour son retour en Angleterre. Richard ne pouvait plus prétendre qu'Henry n'était qu'un rebelle ambitieux cherchant à renverser l'autorité légitime. Henry pouvait désormais se présenter comme un propriétaire lésé cherchant à récupérer son héritage légitime par des moyens légaux. Ce changement de récit fut crucial, car il permit à Henry de s'assurer le soutien de nobles qui, peut-être réticents à soutenir une rébellion ouverte, étaient prêts à soutenir une personne protégeant les droits de propriété traditionnels et les procédures juridiques. À l'été 1399, Richard commit sa dernière erreur, la plus catastrophique, en décidant de mener une expédition militaire en Irlande pour réprimer les rébellions en cours contre la domination anglaise. Cette campagne était stratégiquement nécessaire, car la résistance irlandaise s'intensifiait, menaçant le contrôle de l'Angleterre sur sa plus ancienne possession d'outre-mer. Cependant, le moment était particulièrement mal choisi, l'Angleterre se retrouva sans direction royale efficace, au moment même où Henry Bolingbroke s'apprêtait à passer à l'action. La décision de Richard de se rendre lui-même en Irlande plutôt que d'envoyer un commandant subalterne reflétait sa paranoïa croissante et son refus de confier à quiconque d'importantes responsabilités militaires. Le roi était convaincu que les ennemis étaient partout et que seule sa supervision personnelle pouvait garantir le succès des grandes entreprises royales. Cependant, cette micro-gestion paranoïaque exigeait que Richard soit personnellement présent à chaque action importante, rendant impossible le maintien simultané d'un contrôle efficace sur tous les aspects de son royaume. La campagne d'Irlande obligea également Richard à s'en prendre à nombre de ses plus fidèles partisans et commandants militaires, affaiblissant encore davantage sa position en Angleterre. Les favoris et les fidèles courtisans du roi l'accompagnèrent en Irlande, accompagnés d'un nombre important de troupes royales et du personnel administratif nécessaire à la gestion efficace de la campagne. Cet épuisement des ressources et du personnel royaux créa un vide de pouvoir qu'Henry Bolingbroke était parfaitement placé pour exploiter. Dès que l'Angleterre apprit que Richard était parti pour l'Irlande avec une grande partie de ses forces militaires, Henry commença à organiser son retour. Travaillant avec prudence et discrétion, il rassembla un petit groupe de partisans dévoués, prêts à tout risquer pour l'aider à récupérer son héritage et, à terme, à monter sur le trône d'Angleterre. Parmi ses premiers partisans figuraient d'autres nobles exilés, victimes des politiques arbitraires de Richard, ainsi que certains restés en Angleterre, de plus en plus mécontents du règne du roi. L'objectif initial affiché par Henry était modeste et juridiquement défendable, il prétendait simplement revenir pour récupérer son héritage légitime de duc de Lancastre, dont Richard s'était illégalement emparé après la mort de Jean de Gand. Ce récit soigneusement élaboré permit à Henry de se positionner comme un défenseur du droit anglais traditionnel et des droits de propriété, plutôt que comme un rebelle traître cherchant à renverser l'autorité royale légitime. Cette distinction était cruciale, car elle permit à Henry de gagner le soutien de nobles et de roturiers, peut-être réticents à soutenir une rébellion ouverte, mais favorables à une personne protégeant les droits légaux et les principes constitutionnels. En juillet 1399, Henry Bolingbroke débarqua à Ravenspur, dans le Yorkshire, avec une petite armée, et commença immédiatement à rassembler des alliés et des ressources militaires supplémentaires. Son retour fut un succès remarquable, de nombreux nobles anglais et leurs serviteurs affluèrent sous sa bannière, motivés par des griefs personnels contre Richard, par leur loyauté envers la maison de Lancastre et par une réelle inquiétude quant à la direction du gouvernement anglais sous la direction erratique du roi. Quelques semaines après son débarquement, Henry avait rassemblé une armée redoutable et marchait vers Londres avec une confiance croissante. La rapidité et l'ampleur du soutien reçu démontraient à quel point Richard s'était aliéné l'establishment politique anglais durant ces années de règne de plus en plus tyrannique. Les nobles exclus de la faveur royale, les marchands ayant souffert de la politique économique de Richard et le peuple appauvri par une lourde fiscalité, tous voyaient dans le retour d'Henry l'occasion de rétablir un gouvernement plus efficace et plus juste. Le contraste entre l'isolement de Richard et la capacité d'Henry à rassembler rapidement un large soutien était saisissant et révélateur. L'absence de Richard en Irlande durant cette période cruciale s'avéra une erreur stratégique fatale,
l'empêchant de répondre efficacement aux défis lancés par Henri VIII dès les premières phases critiques, alors qu'une action décisive aurait pu faire la différence. Lorsque la nouvelle du débarquement d'Henri VIII parvint en Irlande et que Richard commença à organiser son retour, son cousin avait déjà établi une position solide et gagné rapidement du terrain et des partisans. La réponse tardive du roi permit à Henri de prendre l'initiative et de présenter leur conflit en des termes favorables à sa cause et préjudiciables à la légitimité de Richard. Lorsque Richard revint enfin d'Irlande à la fin de l'année 1399, il se trouva confronté à une situation politique radicalement différente, son royaume était en révolte, ses nobles l'avaient abandonné en masse et ses forces militaires étaient soit vaincues, soit dispersées, soit avaient rejoint la cause d'Henri. Le roi, qui avait quitté l'Angleterre quelques mois plus tôt en tant que monarque absolu, est revenu pour se retrouver pratiquement impuissant, dépendant d'un cercle de plus en plus restreint de partisans fidèles, sans perspective réaliste de reprendre le contrôle effectif par des moyens militaires. L'affrontement final entre Richard II et Henry Bolingbroke eut lieu non pas sur un champ de bataille, mais dans la grande salle du château de Flint, au pays de Galles, où Richard s'était réfugié avec le reste de ses forces loyales. La rencontre entre les cousins était un théâtre politique soigneusement orchestré, destiné à justifier juridiquement ce qui était en réalité une abdication forcée. Henri, qui contrôlait désormais la majeure partie de l'Angleterre et bénéficiait de la loyauté de la majorité de la noblesse anglaise, détenait tous les avantages dans toute négociation, tandis que Richard était pratiquement impuissant et entièrement dépendant de la clémence de son cousin. Les termes de la reddition de Richard furent présentés comme un accord négocié, mais constituait en réalité un ultimatum qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter. Henri exigea de Richard qu'il abdique officiellement le trône et lui transfère toute l'autorité royale, en échange de la promesse que l'ancien roi pourrait vivre paisiblement dans une retraite confortable. Cette offre était délibérément formulée pour donner à Richard l'illusion d'un choix, tout en lui indiquant clairement qu'un refus entraînerait sa mort immédiate et la prise du trône par la force, quelles que soient ses volontés. La décision de Richard d'accepter les conditions d'Henri et d'abdiquer officiellement était principalement motivée par l'espoir qu'une reddition volontaire lui sauverait la vie et préserverait peut-être une certaine dignité dans la défaite. L'ancien roi croyait peut-être que la promesse d'Henri d'une retraite serait été sincère et que leurs liens familiaux le protégeraient contre de futures menaces. Cependant, l'acceptation de Richard reflétait également son évaluation réaliste de sa position d'impuissance et sa reconnaissance du fait qu'une résistance continue n'entraînerait qu'un bain de sang inutile sans aucune perspective réaliste de succès. La cérémonie d'abdication eut lieu à l'abbaye de Westminster et visait à conférer à Henri une légitimité maximale à son accession au trône. Richard dut renoncer formellement à toute prétention au trône et remettre personnellement les symboles de l'autorité royale dont la couronne, le sceptre et le sceau royal à son successeur. La cérémonie a été suivie par des représentants de toutes les principales institutions politiques et religieuses d'Angleterre, garantissant ainsi que le couronnement d'Henri bénéficierait de la plus large base de soutien et de légitimité possible. Cependant, alors même que Richard participait à ce jeu politique complexe, lui et Henri comprirent que la survie de l'ancien roi représentait une menace potentielle pour la stabilité et la légitimité du nouveau régime. Tant que Richard serait en vie, il pourrait servir de point de ralliement à une future rébellion contre le règne d'Henri, et sa simple présence rappellerait constamment que le nouveau roi avait conquis son trône par la force plutôt que par héritage légitime. De protection. Immédiatement après son abdication, Richard fut placé en détention et conduit à la Tour de Londres, la forteresse qui avait servi à la fois de résidence royale et de prison d'État pendant des siècles. Au début, sa détention fut relativement confortable, reflétant l'engagement public d'Henri à traiter son prédécesseur avec dignité et respect. Richard reçut une nourriture, des vêtements et un logement adéquats, et fut autorisé à entretenir une petite équipe pour subvenir à ses besoins personnels. Cependant, ce traitement relativement bienveillant relevait davantage d'une nécessité politique que d'une véritable clémence. La Tour de Londres, avec ses imposants murs de pierre et son emplacement stratégique sur la rivière Thames, était une prison idéale pour un personnage aussi dangereux politiquement qu'un roi déchu. La forteresse était pratiquement imprenable et pouvait être facilement défendue contre toute tentative de sauvetage. Sa proximité avec les centres du pouvoir politique londonien assurait à Richard une surveillance et un contrôle étroit de la part des partisans d'Henri. Plus inquiétant encore,
La tour avait une longue histoire, c'était le lieu où les prisonniers politiques disparaissaient lorsque leur existence devenait gênante pour le régime en place. Au fil des semaines et des mois, la situation de Richard se dégrada progressivement, la prudence initiale d'Henri cédant la place à des considérations plus pragmatiques quant aux menaces à long terme que représentait la survie de son prédécesseur. La cour d'Henri commença à entendre parler de divers complots et conspirations visant à restaurer Richard sur le trône, certains réels, d'autres peut-être imaginaires, mais tous contribuèrent à renforcer la conviction du nouveau roi que la survie de son prédécesseur était incompatible avec la stabilité politique. Chaque rumeur de rébellion rendait la situation de Richard plus précaire et accentuait la pression sur Henri pour qu'il trouve une solution définitive. La transition d'un confinement confortable à des mauvais traitements délibérés s'opéra progressivement et presque imperceptiblement, à mesure que les gardes de Richard recevaient de nouveaux ordres visant à réduire ses privilèges et à restreindre ses activités. Son personnel de maison fut licencié, sa correspondance fut plus strictement surveillée, et son accès aux visiteurs fut sévèrement limité. Ces changements furent mis en œuvre discrètement et sans annonce publique, permettant à Henri de maintenir la fiction selon laquelle Richard était traité humainement, tout en amorçant le processus qui allait finalement le mener à sa mort. Le changement le plus sinistre fut la réduction progressive de la quantité et de la qualité de la nourriture fournie à Richard. Au départ, cela pouvait être présenté comme une simple réduction des coûts ou une gestion pénitentiaire routinière, mais il devint rapidement évident que ces ravisseurs mettaient en œuvre une politique délibérée de famine lente destinée à l'affamer physiquement et psychologiquement. La réduction des rations alimentaires fut soigneusement calculée pour éviter l'apparence d'un meurtre pur et simple, tout en garantissant une détérioration progressive et irréversible de sa santé. Les chroniqueurs contemporains ayant accès aux informations judiciaires rapportèrent qu'Henri IV avait donné des instructions subtiles mais claires au geôlier de Richard, indiquant que la survie de l'ancien roi n'était plus nécessaire ni souhaitable. Bien qu'aucun ordre explicite de meurtre n'ait jamais été documenté, le message était compris. Richard devait être autorisé à mourir de « cause naturelle », ne pouvant être directement attribué à un ordre royal. Cette approche permit à Henri de maintenir un déni plausible tout en garantissant l'élimination définitive de son rival politique, sans engendrer le martyre qu'aurait pu entraîner une exécution publique. Le processus consistant à laisser Richard mourir de faim était délibérément conçu pour être une torture physique et psychologique, démontrant ainsi l'ampleur de la cruauté que pouvait atteindre le calcul politique médiéval. Plutôt que de lui infliger une mort rapide, jugée clémente, les ravisseurs de Richard choisirent une méthode qui lui infligerait un maximum de souffrance tout en minimisant les risques politiques pour le nouveau régime. L'ancien roi dut subir la dégradation progressive de son corps, ses muscles s'atrophiaient, ses organes commençaient à défaillir, et son esprit peinait à comprendre la trahison qui l'avait conduit à cette situation difficile. Les historiens de la médecine suggèrent que Richard aurait éprouvé les symptômes classiques d'une famine prolongée, douleurs constantes, faiblesse, vertige, difficulté de concentration et perte progressive de masse musculaire et de fonctions organiques. Les effets psychologiques auraient été tout aussi dévastateurs, car l'ancien roi a progressivement pris conscience que sa situation était désespérée et que son cousin n'avait jamais eu l'intention d'honorer les promesses faites lors des négociations d'abdication. La combinaison de la détérioration physique et du désespoir psychologique a dû engendrer des souffrances à la fois intenses et prolongées. Des témoins ayant eu accès à la tour à cette époque ont rapporté que l'apparence de Richard avait radicalement changé sous l'effet de la famine. Le roi autrefois fier, connu pour sa vanité et son souci méticuleux de son apparence physique, devint maigre et squelettique, ses vêtements flottant sur sa silhouette décharnée. Son comportement devint également de plus en plus erratique, la malnutrition affectant ses facultés mentales, provoquant des épisodes de confusion, de dépression et des accès de violence occasionnels contre ses ravisseurs. Ces changements contribuèrent à renforcer le récit d'Henri selon lequel Richard était mentalement inapte à gouverner, justifiant rétroactivement sa destitution. La durée exacte de l'épreuve finale de Richard est difficile à déterminer à partir des documents historiques survivants, mais la plupart des historiens pensent que le processus délibéré de famine a duré plusieurs mois, commençant fin 1399 et se poursuivant jusqu'à sa mort en février 1400. Cette chronologie prolongée a permis à Henri d'évaluer les réactions politiques et d'ajuster son approche si nécessaire, tout en garantissant que la mort de Richard semble être le résultat d'un déclin naturel plutôt que d'une violence soudaine.
Cette longue période de souffrance a également brisé le moral de Richard, éliminant toute possibilité de fuite ou d'incitation au sauvetage de ses partisans restants. Au début de l'année 1400, l'état de santé de Richard s'était détérioré au point de devenir incurable. Même si l'alimentation avait été rétablie à ce stade, les experts médicaux estiment que son corps avait subi trop de dommages pour survivre plus longtemps. Cette phase finale fut caractérisée par une faiblesse croissante, des maladies fréquentes et des périodes d'inconscience, ses organes vitaux commençant à se détériorer. Le roi autrefois puissant, qui avait commandé des armées et régné sur des millions de personnes, fut réduit à l'état de squelette à peine conscient, maintenu en vie par le minimum de nourriture nécessaire à prolonger ses souffrances. Richard II mourut au château de Pontefract, dans le Yorkshire, le 14 février 1400, environ 14 mois après son abdication et environ 3 mois après le début du processus d'inanition. Le lieu était important, car le château de Pontefract avait été spécifiquement choisi comme prison plus sûre et isolée que la Tour de Londres, réduisant ainsi les risques de tentatives de sauvetage et garantissant la présence de moins de témoins durant les derniers jours de Richard. L'éloignement du château, dans le nord de l'Angleterre, permettait également aux partisans d'Henri de mieux contrôler l'état de santé de Richard et sa mort. La cause officielle du décès fut une maladie naturelle, les médecins de la cour affirmant que Richard avait succombé à la fièvre ou à une autre maladie non précisée. Cependant, des chroniqueurs contemporains favorables à la cause de Richard affirmèrent ouvertement qu'il avait été assassiné par inanition volontaire, et ce récit est considéré par la plupart des historiens modernes comme l'explication la plus probable. Les tentatives de dissimulation de la véritable cause étaient motivées par le désir d'Henri d'éviter les conséquences politiques qu'aurait pu entraîner l'assassinat public de son prédécesseur, compte tenu notamment des promesses de sécurité faites lors des négociations d'abdication. Le gouvernement d'Henri géra soigneusement la nouvelle de la mort de Richard afin de minimiser les dégâts politiques et d'empêcher que l'ancien roi ne devienne le martyr des causes de l'opposition. L'annonce officielle soulignait l'instabilité mentale et la faiblesse physique supposée de Richard, suggérant que sa mort était la conséquence inévitable du stress et de la honte liée à la perte de son trône. Ce récit visait à décourager les pensées de rébellion en présentant Richard comme un homme brisé, mort de ses propres faiblesses, plutôt que comme une victime d'un meurtre politique méritant d'être vengé. Cependant, les tentatives d'Henri pour contrôler la situation n'eurent qu'un succès partiel, car rumeurs et accusations continuèrent de circuler malgré les démentis officiels. De nombreux contemporains refusèrent d'accepter la version officielle, notamment ceux qui avaient connu Richard personnellement ou avaient été témoins de sa relative bonne santé au moment de son abdication. Ces sceptiques soupçonnèrent à juste titre l'ancien roi d'avoir été assassiné, et leurs accusations continuèrent de hanter le règne d'Henri et de miner sa légitimité pendant des années. Les suites immédiates de la tragédie révélèrent le caractère calculateur de la stratégie d'Henri VIII pour éliminer son prédécesseur. Plutôt que de tenter de dissimuler la mort de Richard ou de se débarrasser de son corps en secret, Henri VIII prit la décision délibérée d'exposer le corps au public à Londres. Ce spectacle macabre servait de multiples objectifs politiques. Elle apportait la preuve irréfutable de la mort de Richard, éliminant toute possibilité d'imposture future. Elle démontrait la victoire totale d'Henri et servait d'avertissement aux adversaires potentiels quant au sort réservé aux opposants au nouveau régime. L'exposition publique du corps émacié de Richard était un théâtre politique soigneusement orchestré, destiné à renforcer l'autorité d'Henri tout en décourageant l'opposition. Le corps fut transporté du château de Pontefract à Londres dans un cortège funèbre qui tenait à la fois du cortège funèbre et du défilé de la victoire, permettant aux partisans d'Henri de célébrer leur triomphe tout en permettant au plus grand nombre d'assister à la mort de Richard. Les signes visibles d'une perte de poids extrême et d'une détérioration physique témoignèrent silencieusement de la véritable cause du décès, même si les porte-paroles officiels continuaient d'entretenir la fiction d'une maladie naturelle. Les récits contemporains de l'exposition publique décrivirent l'aspect choquant du corps de Richard, soulignant le contraste saisissant entre le roi autrefois séduisant et les restes squelettiques exposés au peuple londonien. Des témoins rapportèrent que le corps de Richard présentait des signes évidents de famine prolongée, avec des joues creuses, des côtes saillantes et l'apparence caractéristique d'une personne décédée de malnutrition sévère. Ces observations furent soigneusement consignées par les chroniqueurs et servirent de preuve aux historiens futurs cherchant à déterminer les véritables circonstances de la mort de Richard.
L'enterrement précipité de la dépouille de Richard reflétait la volonté d'Henri de se débarrasser du corps de son prédécesseur au plus vite, tout en préservant l'apparence de la dignité royale. L'ancien roi fut initialement inhumé au prieuré de King's Langley, dans le Hertfordshire, un lieu de culte relativement modeste, loin des lieux de sépulture royaux traditionnels de l'abbaye de Westminster ou du château de Windsor. Ce choix reflétait le statut diminué de Richard après sa mort, tout en évitant la création d'un sanctuaire majeur susceptible de devenir un point de ralliement pour l'opposition future au règne d'Henri. La décision d'enterrer Richard à King's Langley plutôt qu'à un endroit plus en vue était également motivée par des préoccupations pratiques de sécurité, car les conseillers d'Henri craignaient qu'un enterrement royal prestigieux n'attire des foules de sympathisants et ne fournisse des opportunités de manifestation contre le nouveau régime. Les funérailles modestes auxquelles assistèrent seulement un petit nombre de dignitaires et de membres du clergé permirent à Richard de mourir rapidement et discrètement, sans créer de spectacle public susceptible de susciter l'opposition de ses anciens partisans. Cependant, l'histoire de la dépouille de Richard ne s'arrêta pas avec son inhumation initiale, car les circonstances politiques finirent par contraindre Henri à reconsidérer la manière dont il traitait la mémoire et l'héritage de son prédécesseur. Des années plus tard, alors que l'emprise d'Henri sur le pouvoir s'était affermie et que les menaces immédiates posées par les partisans de Richard s'étaient atténuées, le nouveau roi prit la décision de faire exhumer le corps de Richard et de le réinhumer dans un lieu plus approprié, aux côtés de sa première épouse bien-aimée, la reine Anne de Bohême, à l'abbaye de Westminster. Cette réinhumation était motivée par un mélange de calculs politiques et peut-être de sincères remords de la part d'Henri pour le traitement cruel infligé à son cousin. En offrant à Richard des funérailles royales et un lieu de sépulture approprié, Henri pouvait démontrer sa magnanimité et sa dévotion religieuse tout en reconnaissant simultanément le statut royal légitime de son prédécesseur. Ce geste visait également à apaiser les divisions créées par la déposition et la mort de Richard, permettant à Henri de se présenter comme une figure unificatrice qui respectait les traditions et les institutions de la monarchie anglaise, tout en défendant sa propre prétention au trône. Les retrouvailles de Richard et Anne après la mort offrirent une conclusion poignante à l'une des histoires d'amour les plus tragiques de l'histoire royale anglaise. Mais elles ne purent effacer la brutale réalité du meurtre de Richard ni le souvenir de ses souffrances durant ces derniers mois de famine délibérée. Le tombeau élaboré qui fut finalement construit pour Richard et Anne à l'abbaye de Westminster devint un témoignage de leur amour et un monument à la violence politique qui avait détruit leur bonheur, servant de rappel aux générations futures des cruelles réalités de la politique de pouvoir médiévale. Les conséquences à long terme de l'assassinat de Richard II par famine dépassèrent largement les bénéfices politiques immédiats qu'Henri IV tira de l'élimination de son rival. La méthode brutale choisie pour l'exécution de Richard créa un précédent pour l'élimination de prisonniers politiques gênants, pratique qui serait suivie par les souverains anglais suivants pendant des siècles. La Tour de Londres et d'autres forteresses royales allaient être témoins de nombreux autres cas de morts mystérieuses et de maladies suspectes parmi les prisonniers dont l'existence continue constituait une menace pour le régime en place, créant une tradition de meurtre sanctionnée par l'État qui devint une partie acceptée de la culture politique anglaise. Le précédent créé par la mort de Richard contribua également à l'instabilité qui allait ronger la politique anglaise tout au long du XVe siècle. Alors que les factions nobles rivales comprirent que l'enjeu ultime d'un conflit politique n'était pas seulement la perte de position ou de biens, mais la mort potentielle par emprisonnement et mauvais traitement délibéré, cette escalade de la violence politique allait finalement contribuer au déclenchement de la guerre des Deux Roses. Les familles nobles en conclurent que le compromis et la négociation n'étaient pas des garanties suffisantes contre le traitement que Richard avait subi de la part de son rival victorieux. La décision d'Henri IV d'assassiner Richard plutôt que d'honorer ses promesses de retraite en toute sécurité mit également à mal le concept de clémence royale et la possibilité de régler les conflits politiques par la négociation. Les futurs rois et nobles seraient moins susceptibles d'accepter des conditions de reddition ou d'abdication s'ils pensaient que de tels accords ne seraient pas honorés, ce qui conduirait à des conflits plus longs et destructeurs, les partis vaincus choisissant de se battre jusqu'à la mort plutôt que de faire confiance à la miséricorde de leurs vainqueurs. La rupture de confiance qui a résulté du meurtre de Richard a eu des conséquences durables sur la culture politique anglaise et a contribué à des siècles de violence et d'instabilité accrue. Les implications internationales de l'assassinat de Richard furent également considérables. Les dirigeants étrangers observèrent la manière dont l'Angleterre traitait ses monarques déchus et ajustèrent leur politique en conséquence.
L'élimination brutale de Richard envoya un message aux autres cours européennes: la politique anglaise était devenue particulièrement impitoyable et imprévisible, susceptible d'affecter les relations diplomatiques et les structures d'alliance dans toute l'Europe. Les monarques étrangers qui considéraient auparavant l'Angleterre comme un partenaire fiable pourraient désormais se demander si les accords conclus avec les dirigeants anglais seraient honorés si les circonstances politiques changeaient. Plus important encore, la manière dont Richard mourut établit un modèle d'élimination des rivaux politiques, modèle qui serait suivi par de nombreux souverains ultérieurs, tant en Angleterre qu'ailleurs en Europe. La combinaison d'abdication forcée, d'emprisonnement et de mort apparemment naturelle devint une méthode courante pour éliminer des prédécesseurs gênants tout en préservant la fiction d'une succession légitime. Ce modèle se répétera à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire européenne, à mesure que les dirigeants apprendront que les exécutions publiques créent des martyrs tandis que les meurtres secrets permettent un contrôle plus efficace des discours politiques. L'histoire de la mort horrible de Richard II sert de rappel brutal de la brutalité qui se cachait sous la surface de la culture politique médiévale, où l'ambition personnelle et les calculs dynastiques pouvaient prendre le pas sur les considérations de miséricorde, de loyauté familiale et de décence humaine fondamentale. Le roi qui avait autrefois exigé l'obéissance absolue de millions de sujets est mort seul et abandonné, trahi par ceux en qui il avait le plus confiance et détruit par le système politique même qu'il avait essayé de contrôler par la tyrannie et la peur. Le sort de Richard illustre également les dangers de l'isolement politique et l'importance de maintenir un large soutien parmi les principaux groupes d'électeurs au sein de tout système politique. Son aliénation progressive de la noblesse anglaise, son mépris du peuple et sa dépendance à un cercle restreint de flatteurs et de favoris ont créé les conditions qui ont rendu son renversement possible et son assassinat inévitable. Un roi qui aurait entretenu des relations plus étroites avec ses sujets et montré un plus grand respect pour la culture politique traditionnelle anglaise aurait peut-être évité la fin catastrophique qui a frappé Richard. L'ironie tragique de l'histoire de Richard réside dans le fait que nombre des peurs et des insécurités qui ont motivé son comportement de plus en plus tyrannique se sont finalement avérées être des prophéties autoréalisatrices. Sa paranoïa face aux menaces potentielles contre son autorité l'a conduit à poser des actes qui lui ont créé de véritables ennemis, tandis que sa cruauté envers ses adversaires a généré la haine et le ressentiment qui finiraient par le détruire. Le roi qui recherchait une sécurité absolue par l'élimination de toute opposition a finalement créé les conditions mêmes qui ont rendu sa propre élimination à la fois possible et apparemment nécessaire. En fin de compte, la mort de Richard II par inanition constitue l'un des exemples les plus effrayants de meurtre politique de l'histoire anglaise, démontrant comment l'ambition personnelle, la rivalité dynastique et la quête du pouvoir absolu pouvaient transformer les membres d'une famille en ennemis mortels et réduire les êtres humains à de simples obstacles à éliminer. Les souffrances de l'ancien roi durant ces derniers mois au château de Pontefract témoignent des profondeurs de cruauté que le calcul politique pouvait atteindre, même parmi ceux qui partageaient du sang, des souvenirs d'enfance et des valeurs et croyances supposées communes. La mort horrible de Richard II nous rappelle que derrière le faste et le cérémonial de la monarchie médiévale se trouvait un monde de danger constant, où la confiance était un luxe que peu de gens pouvaient se permettre, et où le prix de l'échec politique n'était souvent pas seulement la perte d'un poste ou l'exil, mais une mort lente et atroce aux mains de ceux qui avaient juré loyauté et obéissance. Son histoire sert d'avertissement éternel sur la nature corruptrice du pouvoir absolu et sur les terribles conséquences qui attendent ceux qui oublient que même les rois sont en fin de compte des hommes mortels, sujets aux mêmes faiblesses humaines et capables des mêmes échecs moraux que leurs plus humbles sujets.